bien? Cool. Premièrement, j'aimerais ça remercier Cabane pour nous avoir invités ici. On est super contents. On est vraiment chanceux pour présenter ça. C'est une sac de techno qui nous fait triper depuis une couple de mois, puis on est vraiment contents de présenter ça aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle William Gardot et je présente mon collègue Dominique Richard. On est deux développeurs full stack chez Technologie Nexap à Québec. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi que ça fait Nexap, c'est qu'on fait des applications web et des applications mobiles sous forme de développement de services. Donc, le développement de services, ce que ça fait, c'est qu'on a plusieurs clients, on a plusieurs projets, plusieurs équipes indépendantes qui travaillent chez Nexap. Donc, si on compare à une entreprise qui fait du développement de produits, on n'aura pas plusieurs équipes qui vont vouloir avancer un produit, ça va vraiment complètement séparer plein de petites équipes indépendantes. Un problème qui vient avec ça, c'est que quand on part plusieurs projets, en tant que développeur, on sait pas mal tout qu'il y a un choix de techno à faire qui est assez compliqué et que ce choix-là dépend vraiment de la situation dans laquelle tu es. Donc, il n'y a jamais une solution parfaite sur la stack de techno à choisir. Et ça dépend de ton équipe, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du coût que tu peux mettre dans ton développement. Et tout ça, c'est des choix touchés à faire, puis ça va affecter tout le reste de ton développement à faire. Donc, c'est vraiment un choix qui est difficile. Et nous autres, pour pouvoir régler ce problème-là, on s'est posé ces mêmes questions-là aussi. Et on a trouvé un agrégat, donc une combinaison de techno qu'on trouvait super le fun en tant que développeur à utiliser. Puis pour nos clients, on trouvait que c'était vraiment super cool à utiliser. Donc, on pensait que ça valait la peine de vous montrer aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait, j'ai passé des slides. Yes. Non, fait que là, la question qu'on a, c'est quelle techno qu'il faut comprendre. Puis là, on prend en considération toute l'entreprise qu'on est et on peut regrouper nos besoins en 3 points. Donc, le premier point étant, est-ce que les choix que je vais faire vont rendre mon application évolutive? Donc, est-ce qu'elle va bien scaler avec la demande de mon client? Est-ce que je pense que ce que je vais faire, ça va bien évoluer dans le futur? Donc, c'est mon premier point. Deuxième point, c'est est-ce que ça va être peu coûteux? Donc, on veut que notre infrastructure et notre développement soient peu coûteux. C'est vraiment un point important quand on faut choisir notre stack de techno. Et notre troisième point, c'est est-ce que la prise en main va être facile? Étant donné qu'on est une entreprise de service, donc il va y avoir beaucoup de roulements dans les projets, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont rentrer et sortir dans le projet. Il ne faut pas que ça prenne 6 mois en de quelqu'un, on n'en finira pas. Il faut vraiment que ça soit facile. Donc, on part avec ces 3 points-là, puis on a résumé nos décisions qu'on a prises en 3 technos différents. Donc, voici donc ces 3 décisions. Donc, la première, c'est GraphQL. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça a été développé par Facebook. C'est une façon de parler à ton API, un peu à la façon de REST, c'est juste une façon différente. Donc, dans du REST classique, on a toujours les ressources, /le ID, /la ressource, puis on a toujours une réponse qui a toujours la même forme constante. Pendant qu'avec GraphQL, on a un endpoint, mais que notre query peut être flexible. Donc, on peut queryer chaque champ, avoir juste un dataset, donc les réponses ici sont différentes dans les deux. Puis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais dans du web que j'ai déjà fait, tu avais une requête pour avoir juste l'avatar et le nom pour la navigation, puis tu allais dans le profil, tu avais un autre endpoint juste pour avoir toutes les informations du profil, mais dans notre cas de GraphQL, c'est juste une façon de faire, puis avec 2 queries front-end différentes, donc côté back-end, c'est un petit peu plus simple. Donc, GraphQL se compose avec des queries et des limitations, query étant l'équivalent avec get et limitation étant l'équivalent avec post et put. La grosse force de GraphQL, c'est ce schéma. Donc, le schéma, c'est tout ce que l'API contient est là-dedans. C'est une documentation vivante de votre code. Vous allez coder tout ce qui est disponible dans l'application au type que les librairies GraphQL vont juste outputer. Comme ici à gauche, c'est une interface de GraphQL qu'un développeur front-end peut juste aller naviguer dedans, regarder tout ce qui est disponible. Donc, il n'y a pas de documentation à faire du côté back-end. Le front-end peut juste aller voir le data comme qu'il veut. Puis on peut même mettre des descriptions de plus sur chacun des champs, donner un petit peu d'explication. Donc, c'est vraiment une documentation riche qui n'a pas besoin d'être maintenue. De plus, on peut même déprecater des champs. Donc, au lieu d'avoir un API REST avec des V1, V2, V3, V4, on peut juste avoir des champs déprecatés dans notre GraphQL pour avertir les clients que ce champ-là, bientôt, il sera peut-être plus supporté. Donc, côté rétrocompatibilité, c'est numéro 1. Donc, ici à gauche, là, c'est l'image de GraphQL, à quoi ça peut ressembler. Puis à droite, c'est plus côté plus de livres, à quoi ça ressemble. Ça ressemble beaucoup à JavaScript. En bas, c'est pour aller queryer du data de plus sur chacun des champs. Un gros point de plus sur le schéma, c'est le typage. Donc, il y a une petite validation qui est faite déjà dans GraphQL qu'on n'a pas besoin de réimplémenter dans notre code.
Donc, dans une mutation, qu'est-ce qu'on code en dessous, c'est qu'est-ce qu'on veut retourner de notre code. Puis en bas, c'est les variables, donc c'est la forme de notre hero input. Puis comme je vous ai dit, il y a de la validation, donc si j'envoie, comme si j'ai fait une erreur dans l'univers de notre héros, j'ai mis Marv qui n'existe pas dans mon énigme que j'ai défini. Donc GraphQL va nous donner une erreur déjà formatée avec l'explication pourquoi ça n'a pas marché. Donc le backend n'a pas besoin de faire ça, c'est des tests gratuits essentiellement. Deuxième décision qu'on a prise, pas mal plus par rapport à l'infrastructure de nos projets. Donc, je ne l'ai pas mentionné au départ, mais nous autres, on va vraiment se focusser sur le code. Fait que plus loin qu'on peut se tenir de l'infrastructure, le mieux on va se sentir en tant que développeur. Donc, dans cette optique-là, on est allé vers le function as a service. Ah, ok. Tout est normal. Yes, function as a service / serverless, qu'est-ce que c'est? C'est un gros euphémisme de dire que c'est serverless. Il y a des serveurs, c'est juste que c'est pas toi qui vas les gérer, ça va être ton cloud provider. Donc, comment ça va marcher? C'est que tu vas te donner une configuration pour l'environnement dans lequel tu veux que ta fonction roule et une configuration physique pour la machine sur laquelle tu veux que ta fonction roule. Et quand tu vas poker ton provider avec ta configuration que tu vas déjà envoyer là, ben, tout ton environnement va s'étaper, ta fonction va se rouler, puis ça va te retourner la réponse en conséquence. Donc c'est vraiment le fun, puis plus d'infos à gérer par tout. Donc pour nous autres, c'était excellent. C'est vraiment cool. Là, on attaque vraiment plus le côté du coût. Donc, étant donné que quand tu poses ton provider, tu set up ton environnement, il te retourne la réponse, après ça, ton environnement va se fermer. Donc, ce qui est le fun, c'est que tu ne paieras pas pour tes downtime. Donc, si tu es en phase de développement et que tes développeurs, c'est pas les mobiles qui codent la nuit, ben, c'est le fun de ne pas payer pour tes serveurs qui roulent toute la nuit. Donc, ça, c'est vraiment fun. Deuxième point qui est le fun, c'est que tu vas aussi marcher, tu vas aussi payer selon le processing que tu vas demander. Donc, à moins que tu fasses de l'AI et du traitement d'image dans des petites fonctions Lambda qui est le service d'Amazon pour faire du function as a service, si tu ne fais pas de grosses demandes là-dedans, ben, ça ne te coûtera pas tant cher. Donc, ça, c'est vraiment cool. Au niveau du coût pendant ton développement, le function as a service, c'est vraiment très, très fun. Pareil à ça, on a découvert un framework qui s'appelle le serverless. Ça sert à faire de l'infrastructure as code. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de monde ici qui connaissait l'infrastructure as code aujourd'hui, fait que ça va être moins un punch le fun. Donc l'infrastructure as code, ce que c'est que tu vas tout pouvoir regrouper ton infrastructure à l'intérieur d'un fichier, donc du code. Et ça va être cloud provider independent. Donc tu vas pouvoir dire c'est dans quel environnement, ben en fait dans quel provider tu veux que ça se déploie, donc que ce soit chez Amazon, Google ou Microsoft, ça va se déployer où tu veux. Tu vas spécifier la fonction qui va être exécutée, l'environnement que tu vas avoir, et tout va se faire tout seul quand tu vas booker ton provider, mais tout ton environnement va être là, ça va exécuter ta fonction, ça va tourner en retour, tout le monde est content. Donc c'est vraiment cool, puis c'est vraiment super facile à déployer. Ça prend une commande. Une fois que tes fichiers templates pour ton infrastructure sont setupés, ça prend une commande qui est serverless deploy, et après ça, ben, tout ton environnement est déployé. Fait que, pour ceux qui me voient venir, tu peux tout mettre ça dans un CI après que ton master soit clean, c'est super le fun d'utiliser vraiment. Ça, c'est une petite template à quoi ça va ressembler un fichier avec le framework de serverless. Fait que, en haut, ici, à droite, on va voir que tu vas voir ton provider. Donc ici, nous, on va utiliser AWS. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que chez Nexap, on est des partners avec Amazon. Donc, autant qu'on aime ça, avoir tout le tooling, il y a plein de ressources à l'intérieur d'Amazon, que ce soit pour l'authentification, le stockage, il y a vraiment plein d'affaires qu'on peut utiliser à l'intérieur d'Amazon. Nous autres, je viens de faire un petit plug Amazon, ça a marché, yes, Alex. C'est ça. Dans le fond, ici, on va voir qu'il y a des providers sur AWS. On va vouloir rouler dans un runtime Java. Donc, et on va voir que la fonction qu'on va vouloir exécuter, c'est une GraphQL Handler. Donc, ça va être donné qu'on va faire le tour avec les autres de GraphQL Handler un petit peu plus tard. Mais en fond, on est capable de tout targeter ça ici. Et le path qu'on va voir, dans le fond, ça va être la ressource à laquelle on veut accéder. Dans le fond, ça va être ton URL / ton path. C'est ton endpoint qu'on va signifier ici. Donc, une fois que ça va faire serverless deploy avec ces fichiers-là, tu vas pouvoir avoir toute ta stack déployée. Tu vas pigner cet endpoint-là, ça va tout exécuter ta fonction Lambda. Ta fonction Lambda va se refermer après. Donc, c'est vraiment très cool pour ce qui est de l'infrastructure. Pour l'avoir, ça fait 6 mois qu'on l'utilise, c'est vraiment très utile. Troisième décision, c'est Kotlin. Puis malheureusement, j'ai pas le temps de faire un tutoriel sur comment coder avec du Kotlin. Donc, je vais juste vous dire un peu les points positifs qu'on trouve là-dedans, pourquoi on l'a choisi. Mais premièrement, Kotlin, c'est maintenant le langage de prédilection d'Android. Ça a été un langage qui a été aussi développé par JetBrains, donc ceux qui utilisent, mettons, IntelliJ.
vous allez voir que côté IDE, ça fait pas mal de job pour vous autres. Donc, côté rapidité de code, ça va excessivement vite. Pourquoi on avait choisi Kotlin chez Nextlab, c'est parce qu'on a un background de Java. Kotlin, c'est le successeur de Java, donc beaucoup de choses qui se ressemblent, mais avec vraiment plus de fonctionnalités vraiment cool dessus. Donc la learning curve est vraiment facile pour ceux qui ont déjà vu du Java, du C#, même je trouve qu'il y a des petites affaires de Ruby qui se ressemblent. Notamment, ils ont des paramètres nommés, même des data classes qui ont fait une classe mais avec des get et des sets un peu cachés en arrière. Donc, coder, on code vraiment moins de lignes dans Kotlin, donc le développement se fait vraiment rapidement. Donc, prototyper, comme les screenshots que j'ai fait, ça m'a pris une soirée. Parce que, mais comme un de mes collègues m'avait dit, on peut quasiment coder à coup d'intelligence. C'est vraiment le fun. Puis le Kotlin, c'est pas sorcier, ça ressemble pas mal à Java, c'est typé. Puis ici, c'est notre GraphQL Handler qui est en fait c'est notre endpoint de notre lambda. C'est lui qui va faire le mapping de qu'est-ce que GraphQL va nous donner vers notre push service. Puis après ça, on va outputer un code 200 avec notre body, avec la réponse qu'on lui a donnée. Donc ça fait à peu près le tour. Donc si on se fait un petit recap, au début on avait 3 points qu'on voulait vraiment régler. Donc on avait l'effectivité, on va pouvoir régler avec, en fait, on voulait que ça se règle bien. Donc avec GraphQL, on va pouvoir attaquer ce problème-là. Donc, puis on a un endpoint, on a notre domaine qui soit directement lié à notre schéma, ça évolue super bien, on n'a pas de documentation à faire, on est super content à ce niveau-là. Après ça, c'est le coût. Donc, au cours du développement, avoir un service comme Lambda qui est du function as a service, c'est super le fun à avoir. On ne paye pas pour les downtime, on ne paye pas parce qu'on ne fait pas beaucoup de processing. Donc, ça, c'est super le fun. Et troisième point qu'on avait, on ne voulait pas avoir une grosse learning curve pour les personnes qui entrent dans le projet. On prend le Kotlin, et du monde qui rentre chez Nextlab avait déjà fait du Java, donc la learning curve est vraiment super facile. C'est vraiment. On ne veut pas vous présenter ça comme une solution, en fait, c'est vraiment juste comme. C'est une alternative qui est vraiment super le fun à utiliser en tant que développeur, donc on vous souhaite de l'utiliser, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup. Salut, merci pour la présentation, les gars. J'avais une petite question, je serais curieux de savoir l'impact sur le cold start de Lambda d'intégrer GraphQL avec toutes ces configs, son mapping et compagnie. Tu targeté par là tout de suite. En fait, si ton schéma est déjà généré statiquement, c'est pas si pire. S'il faut que tu régénères ton schéma à chaque fois, là on a un problème. Donc, c'est vraiment dans ce optique-là, parce qu'il y a vraiment un curseur qui est beaucoup plus long s'il faut que tu régénères ton schéma à chaque fois que ta lambda repart. Je pense que tu connaissais déjà le problème à la base, donc c'est vraiment ça. Il faut que ton schéma soit déjà généré à la base si tu veux que ça aille vite. Au moins, il y a une solution. C'est ça. Salut, au premier cabane, les boys de Expercy, on montre un peu une stack similaire basée sur des lambda. Puis je vais te poser exactement la même question. Comment vous travaillez en dev sans avoir d'accès à Internet et à Amazon, mettons? Je sais pas. Ouais, vas-y. C'est sûr que quand on développe, mettons, local, on a un petit serveur Spark qui run à l'arrière. C'est à peu près ça la question. Si on a un petit serveur Spark qui run à l'arrière, qui en fait, vu que c'est juste un endpoint, on a une route qui est GraphQL, une en get, une en pause. Puis en get, tu vas aller chercher le schéma. Puis en pause, on va pouvoir tout utiliser nos mutations, les queries. Donc on peut même utiliser localhost, puis il va y avoir la petite image avec les schémas. On y a accès, donc un dev front-end peut juste s'amuser à faire des requêtes dedans, puis avoir un petit environnement de test. Puis quand tu es prêt à avoir une lambda de test, tu peux aller tester là, puis de façon en étape. Question, viendra pour 5 à 7, on va être là.